Sabrier est en quelque sorte le gardien spirituel de ce précieux trésor archéologique. J'ai toujours été très intéressé par l'archéologie et j'ai été également fasciné par la splendeur de Narbonne antique. Aussi, avec un collègue, M. Caïrou, nous avons cherché un site à fouiller au cours des années 70. Nous avons découvert à ce moment-là le chantier, le Clos de la Lombarde, qui était une zone non construite à cette époque-là, et nous avons pensé qu'il serait possible de faire un sondage. Il a été pratiqué avec l'autorisation de la direction des antiquités du Languedoc-Roussillon. Les fouilles ont débuté en 1974 sous la direction de M. Yves Saulier, maître de recherche au CNRS et conservateur du musée archéologique. Nous avons alors constitué une association de bénévoles qui souhaitaient consacrer une partie de leur temps à la mise en valeur du patrimoine archéologique de Narbonne. Ensuite, en 1985, avec ma femme, nous avons pris nous-mêmes la direction du chantier de fouilles qui continue depuis cette date-là. Nous savions que ce quartier avait livré par le passé des vestiges intéressants, mais nous étions loin de nous douter que le Clos de la Lombarde allait devenir un des sites majeurs des fouilles gallo-romaines dans le sud de la France.
Ce magnifique panneau, haut de 4,50 mètres, était divisé en 3 registres. L'artiste utilisait des pigments d'origine minérale, présentant un large éventail de rouges, de jaunes et de verts, mais aussi des pigments élaborés chimiquement. Toutes ces peintures murales qui sont apparues, en particulier lorsqu'on a fouillé la maison à Portique, il a fallu trouver une solution pour les prélever, et non pas fragment par fragment, parce qu'il y avait une trop grande perte, mais essayer d'utiliser une autre technique qui nous permette de sauver au maximum donc, ces décors qui s'étaient effondrés sur le sol. C'est le mur qui était là et qui est descendu comme ça. Versé, oui, avec l'enduit dessous. Ouais. Lorsqu'on découvre des peintures murales, surtout si c'est du côté revers et si ce sont des ensembles relativement importants, on va relever sur plastique tout ce qui apparaît sur le revers, en particulier les incisions qui ont pu servir à faire adhérer le mortier à la paroi. Et ensuite, on va relever les principales cassures, les principales fractures de cet ensemble, de telle façon qu'on puisse faire un plan de dépose. On va tout numéroter, c'est bon? D'accord, vous pouvez repérer, vous pouvez relever le plastique. Chaque ensemble a un numéro, une orientation, et ensuite, donc, on va coller chaque ensemble et on va prélever chaque ensemble. Ça, il n'y a que le retourner, il ne faut pas qu'il colle avec l'autre, sinon après on aura des problèmes. Tu prends un carton. Tu vas le glisser. Tu vas le glisser sous le... Enfin, je vais le soulever, d'accord? Attends. Doucement, hein? Pas trop. Ok, attends. Je vais continuer. Donc chaque ensemble est prélevé en glissant entre la terre et le mortier antique un carton, de telle façon qu'on puisse donc le prélever et le mettre dans des caisses. D'accord. C'est bon. Alors, on va les séparer. Je vais prendre une cagette. Moi, je le mettrai dessus. Vous avez la couleur. C'est une section. Et on va la récupérer. Ils viennent de ici. Ah. Ici, il faut faire très attention. C'est superbe. On est gâté. Tu reconnaîtras quelque chose. Oh. Tu connu. On est gâté. Ah ben là alors on est gâté. On est gâté parce qu'on connaît ce genre. Si l'ensemble du décor se présente de côté revers, on a toujours la surprise de le découvrir pratiquement d'un coup. Il est certain que ça procure quelquefois une très grande joie quand c'est une peinture qui a un joli décor, puisque c'est des images qui n'ont pas été vues depuis 2000 ans. Oui, c'est tout à fait la petite fleur que j'appelais fleur de chèvrefeuille. Hein, ça ressemble un peu à des chèvrefeuilles, en fait, sinon peut-être de loin, en fait. C'est très beau. Oui, là, voilà, alors ça c'est l'encadrement d'un panneau rouge. Ouais. Oui, c'est très joli. Alors le travail de restauration exige beaucoup de patience et il dépend beaucoup de l'état de la peinture dans lequel la peinture a été trouvée. Si donc elle est pas trop difficile à nettoyer, cette étape peut être assez rapide. Au contraire, elle peut être très très longue si on doit enlever des progressions, si la peinture ne tient pas à l'eau, etc.
Le but du restaurateur, c'est de ne pas toucher du tout à la peinture antique. Donc, il faut se débrouiller pour enlever tout ce qui est donc terre, concrétion, sans toucher au pigment. Ça, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir trouver le moment où on peut pas aller plus loin. Remets-le là. Non, remets celui-là. Non, celui-là, tu le remets après ça. Les peintures antiques ont presque toujours retrouvé sous forme de fragments. Et ces fragments qui sont multiples, qu'il faut assembler et coller. Tu l'as levé. Voilà, il vient de là. D'accord. Donc il faut qu'on recolle dessus. Voilà, mais colle-le ici, celui-là, tout de suite. Hein, celui-là, tu le mets de suite. Hein. Pose-le. Ah, tu le mets ici. Voilà. Tu mets le petit bout. Tu as vu? Je vois. Merci. Les fragments, donc, lorsqu'ils ont été nettoyés, lorsqu'on a nettoyé la surface, lorsqu'on a nettoyé également les cassures, elles sont assemblées. D'abord, on fait des petits ensembles, de telle façon qu'ils soient maniables et qu'on puisse utiliser pour la restauration et pour la mise sur sable que nous verrons tout à l'heure. Ça demande énormément de travail, de recherche pour la restitution du décor. Ça demande énormément de patience. Et également comme une très bonne connaissance, bien sûr, de la peinture antique, puisqu'il y a beaucoup de manques. Lorsqu'on a utilisé toutes les possibilités de recherche dans le domaine donc, de reconstitution, on procède ensuite à un relevé de l'ensemble du décor. Sur le plastique, on va faire le contour des fragments d'une part, et d'autre part mettre à l'évidence donc les éléments du décor que l'on possède. On pourra ensuite compléter le décor par des tiretés, par éventuellement des lignes complémentaires. Ce relevé va être utilisé ensuite pour le dessin, pour la publication, et il va être utilisé aussi pour l'étape suivante de la restauration. Ensuite, on pose les fragments qu'on a émincés. On va les poser sur un mortier moderne, un mortier qui est aussi réversible. Et donc, on va les mettre bien à plat. Et comme vous voyez, les ficelles tendues servent à donner la principale direction du décor. Quand tous les ensembles sont posés, n'est-ce pas, sur le panneau, il convient à ce moment-là de juger si le spectateur pourra avoir une bonne lecture de l'ensemble du décor. Et dans certains cas, on est amené à souligner les principaux axes, les principales lignes donc de ce décor par un trait incisé ou par des lignes peintes, ce qui permettra donc ensuite une meilleure présentation de ces peintures éventuelles.
Donc dans la maison 3, maison qui est sans doute celle de Marcus Claudius Aestivus. Et cette maison avait été partiellement fouillée l'année dernière. Donc nos activités se sont poursuivies cette année et nous avons pu dégager plusieurs pièces autour du jardin qui s'agrémentait d'un bassin dont le plaquage de marbre a malheureusement pratiquement entièrement disparu. Et les pièces de cette maison, qui étaient très riches, nous ont livré certains éléments de décoration murale. Et une autre trouvaille importante de la campagne est celle d'un hôtel de marbre qui nous a sans doute donné le nom du propriétaire de la maison, que je citais tout à l'heure, Marcus Claudius Aestivus, hôtel à la tutelle, la protectrice de la maison. Attention, oui. Tournez-le encore. Ah, voilà. Oui, alors voilà la face principale de l'hôtel. Voici la face principale. Et remarquez tout de suite comme il y a des restes de peinture. Pour que l'inscription soit plus nette, plus lisible, on avait peint la surface en blanc. Et puis voilà une inscription gravée. Et les lettres ont été soulignées, les lettres ont été mieux mises en valeur par un peu de peinture rouge, ce qui était une pratique fréquente dans l'Antiquité. Alors voici l'inscription. Elle nous dit tutellae, voilà, à tutelle, sacrum, c'est-à-dire consacré, monument consacré à la tutelle. Et ensuite, nous avons ici, donc, sacrum, M. Alors ici, en principe, nous devons avoir le nom de celui qui a fait la dédicace. Donc, M et un point, c'est en abrégé Marcus, Claudius. Voilà, Claudius, le nom. Et puis, il devrait y avoir le cognomen, le surnom, ensuite, A-S-T. On dirait Vaux ou Aestivus, ce serait le cognomen, ce serait donc le surnom. Alors la famille des Claudius est connue en Narbonne, c'est une ancienne famille de Narbonne. Et d'après les lettres, apparemment, n'est-ce pas, au premier coup d'œil, d'après les caractères, la forme des lettres, ce serait plutôt de la fin du IIe siècle, du début du IIIe siècle, donc ça correspond à ce que nous savons de la maison, la dernière occupation de la maison. Donc voici un hôtel qui est dédié à tutela, c'est-à-dire la tutela. On ne dit pas quelle tutelle. On sait qu'il existait des tutelles de ville, des tutelles de maison, et probablement la tutelle de la maison, puisque ce n'est pas précisé, c'est sous-entendu. Et il est vraisemblable que celui qui a fait la dédicace était le propriétaire de la maison. Donc voilà une découverte vraiment intéressante. Nous pouvons dire que nous avons affaire probablement à la maison donc, de Marcus Claudius. Le nom de son voisin, le propriétaire de la maison à portique, a disparu dans les méandres du passé. 20 longues années durant, Raymond Sabrier est parti à la rencontre de ce mystérieux ancêtre. Pendant tout ce temps, il a pu imaginer la maison. Il en a même rêvé.
L'espace d'un instant, le rêve de Raymond Sabrier est devenu réalité. Mais le Clos de la Lombarde n'a pas livré tous ses secrets. Les découvertes futures n'ont pas fini de nous émerveiller.